premier point lecture de l'année 2022. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est reparti, premier point lecture de l'année et je vais vous parler de lectures que j'ai faites en 2021. Mais oui, parce que j'ai pris beaucoup de retard. J'ai des lectures dont j'avais envie de vous parler et qui traînaient depuis un petit moment. Alors c'est parti, on va parler de 4 livres aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec une lecture dont je ne vous ai pas encore parlé et je ne sais pas pourquoi. Entre la rentrée littéraire de septembre, etc., tout s'est enchaîné. On s'est retrouvé à Noël sans que je comprenne comment. Et je ne vous ai toujours pas parlé du Comte de Monte Cristo, une de mes magnifiques lectures de cet été. En 1844, Alexandre Dumas publie le début de ce qui sera un de ses plus grands romans et un des chefs-d'œuvre de la littérature française. C'est un roman qu'il n'a pas écrit seul, il l'a écrit avec Auguste Maquet. Et c'est un roman qui est en partie inspiré de la vie réelle de Pierre Picot. Alors dans ce roman, nous sommes au début du règne de Louis XVIII et nous suivons la vie d'un jeune marin, Edmond Dantès, qui revient à Marseille. C'est un jeune homme de 19 ans, absolument charmant, qui veut retrouver son amoureuse, qui veut retrouver son père, qui est parti pour avoir une belle vie. C'est quelqu'un d'éminemment joyeux. Et malheureusement, la vie va tourner court pour lui puisqu'il va être dénoncé comme étant bonapartiste par des amis jaloux et il va se retrouver emprisonné. Et à partir de là commence vraiment l'histoire du comte de Monte Cristo et notamment avec la rencontre de l'abbé Faria. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, soit vous ne la connaissez pas et j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez pour lire le livre, et soit plus probablement vous la connaissez. Moi, c'est plutôt de mon ressenti et de ce que j'ai eu à cette lecture, de ce que j'ai ressenti à cette lecture dont j'ai envie de vous parler. D'abord, à la fin de ce roman, qui est quand même une tannée à lire, c'est long, je ne peux que saluer le brio et le talent d'écrivain d'Alexandre Dumas. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a scotché par son talent d'écriture. C'est un roman qui est extrêmement mélangé, il y a plusieurs fils qui se croisent et se décroisent, il y a énormément de personnages. Il y a énormément de choses qui se passent et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Alexandre Dumas ne lâche jamais son lecteur. C'est 1800 pages où il n'y a pas une phrase en trop. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit a son intérêt, tout ce qu'il vous raconte, que ce soit au niveau de l'histoire que pour sa vision de la société, tout y est, c'est un package complet. J'ai trouvé que c'était assez extraordinaire et j'ai regretté d'avoir mis autant de temps à le lire en fait. Une des thématiques principales, c'est bien sûr la vengeance, et c'est ce qui sous-tend toute l'histoire du comte de Monte Cristo, cette vengeance d'Edmond Dantès face à 3 hommes qui l'ont trahi et qui en ont profité de cette trahison pour s'enrichir, pour obtenir du pouvoir. Et lorsqu'après un certain nombre de péripéties, Edmond Dantès revient sous le nom de comte de Monte Cristo, il est là pour se venger face à 3 hommes, mais se venger pas n'importe comment. Son but, c'est pas juste de les tuer, non. Ce qu'il veut, c'est les affaiblir, il veut les rendre médiocres à la face de tous. Il est prêt à tout pour les diminuer, en fait. Il veut les discréditer au niveau de la société, il veut flinguer leur mariage, il veut que leurs enfants les désavouent, et il y met les moyens. En fait, on nous parle de châtiment, de réparation, de justice, et tout ça à travers un homme qui va symboliser un peu tous ces axes. Alors c'est presque un peu trop parce qu'il devient le vengeur extrême, mais c'est magnifique, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien amené. Et pendant une bonne partie du roman, j'étais extrêmement attachée à Monte Cristo. C'est un grand roman d'amour, c'est un grand roman politique, c'est un grand roman sur la chute, c'est un grand roman social et sociétal, c'est un grand roman de l'analyse humaine, c'est un grand roman tout court en fait. Alors cette vengeance, elle est ourdie, elle est complexe, elle est amenée par différents biais, c'est un jeu d'échecs. On sent que Monte Cristo, il a 10 coups d'avance sur tout le monde, y compris sur le lecteur, c'est assez souvent déstabilisant. La seule limite, et c'est les moments où Edmond Dantès, #Monte Cristo, m'a un peu déçue, c'est que parfois, il attend un peu tard pour aller sauver les gens qu'il aime bien. Il aime bien arriver comme c'est Batman, hein, il aime bien arriver comme le sauveur in extremis. Et par moments, j'ai envie de lui dire, Coco, quand même, tu t'es peut-être pas obligé d'attendre la dernière limite, là, ils ont un peu flippé, les gens. Voilà. C'est la faiblesse du truc, j'ai trouvé. À part ça, évidemment, tout est génialement bien construit. Ce texte, c'est aussi un conte
une sorte de mythe, notamment à travers du personnage de Monte Cristo totalement créé et qui change tout le temps d'identité, qui change aussi de costume, qui se travestit en permanence. C'est une espèce de personnage protéiforme. C'est absolument fascinant d'avoir inventé un personnage aussi brillant intellectuellement, avec autant de capacités physiques, avec autant d'intelligence, de sens de la manipulation. C'est un orateur. C'est un homme assez unique en son genre. Dumas en profite aussi pour nous faire voyager. On est à Marseille, on est en Corse, on est en Italie, on est en Orient, on est un peu partout. C'est assez bien fait. Et en fait, à la lecture, je me disais, tout à l'heure j'ai parlé de Batman, mais on n'est pas loin de ça. Je pense que pour le lecteur de l'époque, lire un livre comme ça, avec autant de péripéties, aussi long, bah c'est les Marvel, quoi. C'est les Marvel de l'époque. Hein. On a un super-héros. On l'a blessé. Il se venge. Et pour ce faire, on a tout un tas de péripéties. C'est génial. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est l'évolution des personnages. Au début, c'est assez caricatural. Évidemment, on est à fond avec Edmond Dantès, c'est le gentil, et les trois Lascars, c'est les méchants. On est dans la caricature pure. Et au fil du temps, parfois, Edmond Dantès peut sembler un peu abusif, tout n'est pas aussi simple. Ça pose aussi une vraie question, est-ce que les enfants doivent payer pour leurs parents ? Parfois, Monte Cristo passe par les enfants pour faire payer les parents. On est toujours dans cette ambiguïté-là, ou les épouses, ou est-ce qu'il doit y avoir des dommages collatéraux ? Ça pose cette question sans y répondre, mais parfois Monte Cristo va très loin, et ça peut être un peu dérangeant. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que ce n'est pas simpliste, ce n'est pas caricatural. Et là encore, Dumas fait mouche. Je ne peux pas terminer de vous parler de ce roman sans vous lire un tout petit passage qui m'a interpellée parce que j'ai trouvé que c'était hyper fort pour l'époque d'Alexandre Dumas d'oser écrire ce petit passage que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur les femmes. On y va. Donc c'est un personnage féminin qui parle. Pourquoi, sans nécessité absolue, j'irais embarrasser ma vie d'un éternel compagnon ? Est-ce que le sage n'a point dit quelque part « Rien de trop » et d'ailleurs « Portez tout avec vous-même ». On m'a même appris ces deux aphorismes en latin et en grec, l'un est, je crois, de Phèdre et l'autre de Bias. Eh bien, mon cher père, dans le naufrage de la vie, car la vie est un naufrage éternel de nos espérances, je jette à la mer mon bagage inutile, voilà tout, et je reste avec ma volonté, disposée à vivre parfaitement seule et par conséquent parfaitement libre. Voilà, il s'agit de la fille de Danglars, donc je ne me rappelle plus le prénom. J'ai trouvé ça hyper fort, hyper intéressant, cette façon de revendiquer son droit à la liberté, le droit de vivre seul, le droit de ne pas s'embarrasser d'un homme, le droit de ne pas se marier. Magnifique, j'ai adoré. Alexandre Dumas a quasiment construit un roman parfait. C'est un roman qui nous parle de nos monstres, de nos peurs, et qui le fait fort bien. C'est un roman qui nous parle de la société de l'époque de façon assez inattendue. Moi qui ai l'habitude de lire Zola ou Hugo, j'étais assez étonnée de voir l'intelligence de son analyse, la précocité de certains de ses propos. Je suis sous le charme et je me sens bien que je vais être obligée de lire Les Trois Mousquetaires. Et on enchaîne avec Le ventre de Paris d'Émile Zola. Bah oui, je parlais de Zola tout à l'heure, et c'est parti. Publié en 1873, c'est le troisième roman de la série des Rougon-Macquart. Oui, j'ai beaucoup de retard, je sais, j'espère un jour rattraper mon retard. Mais voilà, je vais quand même prendre le temps de vous parler de ce roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, ce roman se passe dans les Halles Baltard, à Paris. Elles viennent juste d'être construites et on y trouve tout un microcosme qui vit là. C'est quasiment un village à l'intérieur de Paris. Zola en fait son personnage principal, son monstre. C'est un monstre tentaculaire. C'est quelque chose que Zola utilise beaucoup dans ses romans. C'est similaire au Voreux dans Germinal, c'est similaire à l'alambic dans l'Assommoir, c'est similaire à la locomotive dans La Bête humaine. Il adore personnifier des objets et là, l'immensité des halles, son côté tentaculaire est extrêmement bien retranscrit et extrêmement intéressant. Ça devient un monstre mythologique et la description qu'il en fait est vraiment passionnante. Bon, au niveau des Rougon-Macquart, franchement, on s'en fout totalement. On est sur des personnages totalement annexes, qui est la petite fille de machin. Enfin, honnêtement, je sais plus qui est Lisa Macquart, mais
Bon, là vraiment, on n'est pas dans le suivi de la famille, mais vraiment dans une parenthèse. Zola veut nous raconter ce qui se passe dans les Halles. Le fait que ce soit inclus dans les Rougon-Macquart, à mon avis, c'est presque totalement annexe. Il est là pour nous parler de faits de société. On a juste le plaisir d'y croiser Claude Lantier, qui est un jeune peintre et qui sera le personnage principal de l'œuvre, Claude Lantier étant un des enfants de Gervaise, l'héroïne de l'Assommoir. Alors Zola nous décrit ces halles qui sont abondantes, qui sont pleines de couleurs, qui sont pleines d'odeurs, qui sont pleines de vie, qui sont aussi l'occasion pour lui de nous montrer comment on vivait à l'époque, les métiers de bouche. On sent qu'il a dû passer des heures assis sur son petit tabouret à crayonner en regardant comment on fait du boudin, comment on découpe une carcasse de bête, comment on fait un étal, comment on arrange des fleurs et pour faire des bouquets. Il a dû y passer un temps infini parce que toutes les descriptions sont extrêmement précises. Et le titre du ventre de Paris, à mon sens, c'est que les halles, effectivement, c'est là où ça symbolise le cœur de la vie, puisque c'est là où on mange, c'est là où on achète tout ce qu'on veut manger, donc c'est le ventre. Mais le ventre, c'est aussi parfois une absence de cerveau, une absence une absence aussi de cœur, une absence de tous les autres organes de la vie. Et les personnages de ce roman sont pas très sympathiques. On tourne exclusivement autour du ventre et on oublie un peu le reste. Zola en profite d'ailleurs pour utiliser un de ses moyens d'écriture qu'il aime beaucoup, qui est la physiognomonie, c'est-à-dire que les personnages, par leur description physique, représentent ce qu'ils sont à l'intérieur. Alors ça a été utilisé plus tard dans des propos extrêmement racistes, notamment au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on croque quelqu'un qu'on n'aime pas, on va accentuer ses défauts et il y a certains traits physiques, qui symbolisent certains traits de caractère. Et là, il le fait très bien. Donc, vous avez les gens gros, ronds, qui sont des jouisseurs, qui sont des profiteurs. Et vous avez les gens maigres, secs, qui sont là, qui sont des... comment dire ? Qui ont commis des actions peu recommandables. D'ailleurs, le personnage principal, le héros, est très maigre, il sort du bagne, il s'est enfui même très exactement. Voilà, donc vous avez tout le temps ces descriptions. Vous avez aussi le personnage féminin de Lisa qui est représenté comme une femme grosse, avec beaucoup de poitrine, qui représente l'opulence. Voilà, chaque fois que vous avez une description humaine, derrière, il vous parle aussi de caractère. Cette façon de faire est hyper intéressante et très présente chez Zola, et j'ai trouvé encore plus dans ce roman. Et alors, dans les descriptions des étals, c'est extraordinaire, les comparaisons qu'il fait. Vous allez avoir des descriptions de bancs de poissons qui vont être comparées à des bijoux, un étal de bijoux. La façon dont il va vous décrire l'étal de viande, de fleurs, ça peut être comparé à un truc de mariée. Enfin, il ose vraiment des choses, il va très loin dans ses métaphores. Et il arrive à faire ressentir au lecteur les odeurs et à faire voir les couleurs. Il y a des passages entiers, sur une page entière, vous avez un nombre incalculable de mots liés à la couleur ou aux odeurs. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Alors j'avais déjà souvent noté le talent de Zola pour la description, bien évidemment. Certains lecteurs le lui reprochent, parce que c'est vrai que parfois il est un peu disert dans ses descriptions, ça peut être un peu long. Là, en l'occurrence, ça sert son propos et c'est assez génialement fait. La phrase du roman, elle nous vient de la bouche de Claude Lantier, qui est donc un personnage annexe, qui n'est pas du tout un des personnages principaux du roman, et qui dit « Quel gredin que les honnêtes gens ». Voilà, on est dans ces halles, et en fait, ces honnêtes gens ne sont peut-être pas aussi honnêtes qu'on voudrait bien le croire. En effet, et c'est une partie du propos du roman, beaucoup du roman repose sur les petites bassesses, les commérages, les petites dénonciations. On n'est pas dans la curée avec du grand banditisme en col blanc où on y va carrément et on vole des millions. Non, on va être dans la petite faiblesse humaine, dans la petite niche de méchanceté. Et c'est assez drôle, après avoir lu la curée, de se retrouver à lire ça, où on est toujours dans la médiocrité. Zola adore ça, il adore décrire les humains extrêmement médiocres, mais dans la petite médiocrité. Et j'ai trouvé ça, c'est bon, génial. Bon, j'ai adoré la lecture de ce roman.
Enfin et surtout, Zola nous parle à nous, lecteurs contemporains, d'un monde perdu, d'un monde où les légumes venaient de Romainville ou alors je sais plus comment s'appellent les bleds alentours de Paris. Voilà, on faisait pas venir des légumes de l'autre bout du monde, on les amenait en charrette. D'ailleurs, le début du roman, c'est ça. C'est un personnage féminin qui part avec sa charrette pour aller aux halles vendre ses légumes. Et le personnage principal monte dans la charrette et entre dans les halles par cette charrette au milieu des légumes qui viennent de pas loin, qui viennent des champs à côté. Voilà, c'est un monde qui n'existe plus, un monde qu'on pourrait peut-être regretter. En tout cas, ce qu'en fait Zola et ce que nous en décrit, ça fait rêver. En tout cas pour les légumes. Il y a une autrice que je voulais lire depuis longtemps, et en fait, c'est un peu bête comme idée, mais c'est juste parce que je la connaissais comme ayant été la compagne de Virginia Woolf. Ouais, voilà, c'est mon côté voici, mon côté people. Vita Sackville-West, je ne la connaissais que parce qu'elle avait été la compagne d'une grande écrivaine, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'avais envie de la découvrir, j'avais envie de la lire. En grattant un peu, je me suis rendu compte qu'elle était quand même assez connue en Angleterre, que c'était une poétesse, une écrivaine, que c'était une femme de caractère, que c'était une jardinière, c'est-à-dire quelqu'un qui construisait des parcs de jardin. C'est vraiment une femme brillante qui vient d'un milieu très cultivé, très riche, mais qui refusait certains diktats politiques de sa société. Et voilà, un personnage hyper intéressant. Et notamment, une des choses qu'elle refusait et qui la rendait dingue, c'est qu'elle n'a pas pu hériter de la maison de son père parce qu'elle était femme. Et oui, comme dans les romans de Jane Austen, cette loi n'avait pas changé. Les filles ne pouvaient pas hériter, et du coup, elle n'a pas pu hériter des biens de ses parents, de son père, et notamment de cette sublime maison qu'elle aimait tant, qui était sa maison de famille. Et ça l'a rendue très malheureuse. Et je pense qu'elle a dû en parler beaucoup dans ses romans. Alors j'en ai lu qu'un, donc je ne peux pas trop vous dire pour l'instant. Mais on sent que ça devait quand même la titiller un petit peu. J'ai lu que plus tard, elle avait racheté une autre maison qui ressemblait pour être enfin propriétaire. Et moi, enfin, ce genre d'histoire, ça me touche. Le fait qu'une fille ne puisse pas hériter de ses parents, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime autant le roman Orgueil et Préjugés. C'est que ça m'énerve en fait. Vraiment, ça m'énerve. Donc Vita Sackville, à ce moment-là, je la comprends. Et elle écrit ce petit roman qui s'appelle L'Héritier. L'Héritier, c'est l'histoire d'un coup de foudre amoureux d'un homme pour une maison. Oui, voilà. Vita Sackville-West, elle a ce poids sur elle, et à travers le personnage de Peregrine, ouais, c'est un prénom un peu spécial, hein. Peregrine Chase vit à Londres et il hérite d'une énorme, magnifique maison en campagne, et il se retrouve à y aller, à aller voir ce que c'est que cette maison, et il tombe sous le charme. Et en fait, c'est un très court roman qui nous raconte l'histoire d'un coup de foudre et de comment financièrement on fait, parce que cette maison, elle doit être vendue, il n'a pas les moyens de l'entretenir. Donc le suspense est là. Lui, héritier, est-ce qu'il va la garder? Est-ce qu'il va s'endetter pour faire vivre cette maison à la campagne? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être vendue aux enchères comme c'est prévu? Toute la question est là. Le reproche que je ferais, c'est peut-être la simplicité de l'intrigue avec ce personnage de Peregrine Chase qui est hyper touchant, et puis les descriptions de la maison et des jardins qui sont magnifiques, puis avec le personnage du notaire qui est juste détestable à souhait, donc on a le gentil et le méchant. Voilà. Donc cette opposition simpliste. Après, le roman est très court, est-ce qu'on pouvait augmenter plus? Je sais pas. Voilà, c'est peut-être la petite faiblesse, c'est la simplicité de cette intrigue, mais derrière, il y a un vrai propos, et il y a des descriptions qui sont magnifiques de cette maison, de ces jardins, et donc cette couverture magnifique où il y a un pan, parce qu'en fait, dans le jardin, il y a des pans, il y a des animaux, les descriptions sont tellement belles. J'ai trouvé que la langue de Vita Sackville-West était très dynamique. Pas du tout avec des phrases longues, pas du tout compliquées, alambiquées comme certains auteurs contemporains de son époque. Elle a un style très sec, très épuré. D'ailleurs, le roman est très court. J'ai trouvé ça très dynamique et donc du coup avec un style assez contemporain. Donc assez facile à lire. Moi, j'ai été assez séduite par son style. Ce petit roman, c'est un conte. C'est un conte initiatique, c'est une tranche de vie, c'est la rencontre entre la campagne et la ville, c'est la rencontre entre deux hommes, c'est voilà, c'est une histoire de timing aussi. Quand est-ce que c'est le bon moment pour nous de faire tel ou tel choix? En quelques pages, Vita Sackville-West dit beaucoup de choses.
Donc je n'ai lu que ce roman pour l'instant, mais je ne vais pas m'arrêter là, j'en ai un autre qui m'attend et je compte bien le lire et je compte bien un petit peu creuser la piste de cette autrice que je trouve hyper intéressante. Et pour terminer, je vais vous parler de mon dernier classique lu en 2021. Je l'ai lu en lecture commune avec Floris et il s'agit de Rose à crédit d'Elsa Triolet. Alors, c'était une première fois pour moi là encore. Alors, contrairement à Vita Sackville-West, où j'avais son nom en tête, mais sans vraiment m'être penchée sur la question, Elsa Triolet, ça fait très longtemps que j'ai envie de la lire, mais aussi pour des raisons people. C'est un petit peu agaçant, mais c'est comme ça. C'est parce que c'était la femme de Louis Aragon. Et il est vrai que ça peut paraître un peu agaçant de savoir qu'Aragon est aussi connu et que Elsa Triolet beaucoup moins, alors que je peux vous dire qu'à la lecture de ce roman, elle a au moins autant de talent que lui. Mais c'est une femme, et on a retenu Aragon là où on a oublié Elsa. En fait, la plupart du temps, si on se souvient d'Elsa Triolet, c'est par Aragon et par son recueil de poésie, Les yeux d'Elsa. Alors, Elsa Triolet est née à Moscou et elle est décédée dans les années 70 en France. Donc voilà, c'était la compagne et l'épouse d'Aragon. Elle avait gardé le nom de son premier mari, donc Triolet, comme plume d'écrivain. Et elle est aussi connue parce que c'est la première femme à avoir gagné le prix Goncourt. Pour ce qui est de l'action de Rose à crédit, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale. La France est en train de cesser de se reconstruire, mais il y a encore énormément de misère. On entre gentiment dans les 30 Glorieuses. Mais les 30 Glorieuses... La question d'Elsa, c'est vraiment les 30 Glorieuses. Oui, mais pour qui? Pourquoi? Comment? Et elle nous fait vivre le destin de Martine. Martine, qui est une fille élevée par une mère qui a eu moult enfants avec différents hommes. Elle vit dans une cabane, dans une pauvreté extrême, dans les alentours de Paris. Elle nous décrit très bien cette misère sociale, cette misère intellectuelle. Et Martine, on sent qu'elle est un peu différente. Martine devient très amie avec Cécile. Cécile, c'est la fille de la coiffeuse. Donc la coiffeuse qui a un petit aura, qui a un salon de coiffure. Et très vite, les deux amies deviennent inséparables. Et lorsque la mère de Cécile, la coiffeuse, se marie et part ouvrir un salon à Paris, elle déménage et elle emmène bien sûr Cécile, sa fille, et elle emmène Martine comme si c'était sa propre fille. Et c'est ainsi que Martine se retrouve à Paris. En parallèle de ça, il faut savoir que toute sa vie, Martine a été amoureuse de Daniel. Elle l'aime juste physiquement. Elle aime un cliché, elle aime une image. Et à Paris, elle recroise Daniel et ils vont vivre leur histoire d'amour. Mais quelle histoire d'amour! Les deux personnages sont amoureux, mais ont une vision diamétralement opposée de la vie. Lui, il est... Comment on appelle ça? Qui s'occupe des roses, de greffer des roses, d'imaginer des roses. Ah, j'ai un blanc... Rosier? Bon, il s'occupe des roses. On va faire simple. Voilà. Dans sa famille, on s'occupe des roses, on s'occupe de travailler les roses, de les planter, de les greffer, d'en créer des nouvelles. Et c'est quelqu'un donc qui est décrit comme étant très attaché à la terre, très attaché à son métier, à la famille. Martine, c'est tout le contraire. Elle n'est pas du tout attachée à sa famille, elle n'est pas attachée à la terre, elle est attachée à rien. Martine, c'est une espèce de petit oiseau. Et c'est un personnage très complexe. C'est un personnage complexe, Martine, parce qu'elle est en même temps hyper intelligente. C'est quelqu'un qui joue au bridge. Elle est décrite comme étant une bridgeuse. C'est quelqu'un qui socialement arrive à s'élever par ses échanges, par sa façon d'être et sa façon de se faire aimer. Quand elle entre dans les salons à Paris, elle se fait connaître auprès des clientes, elle est très appréciée. C'est quelqu'un qui peut gagner au jeu télé. C'est vraiment quelqu'un dont on sent qu'elle a intellectuellement un grand potentiel, mais c'est en même temps quelqu'un qui n'a connu que la misère sociale, qui n'a donc pas la capacité de s'adapter à ce monde qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Martine, à sa façon, c'est une transfuge de classe. Elle a quitté cette médiocrité, elle se retrouve à Paris, elle a plein de potentiel et elle ne sait pas le gérer. Et à ce moment-là, Elsa Triolet en profite pour nous décrire ces 30 glorieuses intimement liées au début de la société de consommation. Et on y va. Et c'est le Crédit Sofinco, et c'est la Samaritaine avec les bons qu'on avait à la Samaritaine. Et on dépense sans compter, on dépense sur du crédit, on se meuble avec du plastique. C'est comme le chantait Boris Vian, le moment où on achète tout et n'importe quoi. Et c'est tellement bien fait, et c'est tellement intelligent comme roman. La chanson de Boris Vian, c'est la complainte du progrès, et c'est exactement ce qu'est
Martine. Martine, elle est perdue, Martine, elle est extrêmement belle, du coup on l'a réduit à son physique, Martine, elle n'a quasiment plus d'existence. Martine, pendant tout le roman, on essaye de la comprendre, on essaye de la chercher, parfois elle est super touchante, parfois elle est super agaçante, et en fait le lecteur ne la trouve jamais parce qu'elle-même, on a l'impression qu'elle a une espèce d'existence totalement vaporeuse, c'est un ectoplasme, et derrière ça, la critique de la société par Elsa Triolet est géniale. Et c'est fait avec une langue assez magnifique. Je me souviens d'avoir ouvert le roman, d'avoir lu un paragraphe et de me dire « Ouh, ah oui, d'accord, la langue d'Elsa Triolet, c'est ça? Ça va le faire. » Vraiment, c'est d'entrée de jeu, elle vous parle. Donc, un roman que je n'oublierai pas, un roman que je vous invite à lire parce qu'il est complexe, parce qu'il est beaucoup plus riche que ce qu'il semble être, parce qu'il nous parle d'une société qui n'est pas si lointaine, c'est la société qu'ont connue nos grands-parents, c'est une société dont on en subit encore aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, le plastique dont on se plaint, le plastique qu'on veut recycler, eh ben, tout a débuté à ce moment-là. C'est hyper intéressant. C'est aussi l'occasion de nous parler de mode, de nous parler de la façon dont on meublait un appartement, de tout ce qu'on a connu. En tout cas, si on ne l'a pas connu, ça traîne encore dans notre imaginaire parce que c'est pas une époque suffisamment lointaine pour qu'on l'ait oublié. C'est pas le 19e, c'est pas Zola, c'est un monde qui nous parle encore et qui en même temps ne nous parle plus. Oh, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis la fin est extrêmement dure. Le personnage de Daniel est extrêmement intéressant aussi, extrêmement agaçant. Tous les personnages qui gravitent autour de Martine ont une importance. Oh là là, c'est vraiment un beau roman. Et si aujourd'hui il y a des lois et des garde-fous pour nous empêcher de nous surendetter, à l'époque ce n'était pas le cas. Et c'était bon de le rappeler et c'était bon de relire ça et j'étais vraiment très contente. Il faut savoir que Rosa Credi, c'est le premier roman d'une trilogie et je pense que je lirai les suivants qui sont Luna Park et L'âme. Et oui, la trilogie du Nylon, j'ai très envie de lire la suite et très envie là encore d'approfondir et la langue et le propos d'Elsa Triolet. Voilà, et ben oulala, c'était dur de reprendre un point lecture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Merci si vous êtes arrivé jusque-là. Vous savez, comme d'habitude, ce que vous avez à faire. On échange en commentaire, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie encore de débuter cette nouvelle année avec moi, de m'avoir suivi toute l'année dernière. C'était super cool. On continue. Il va y avoir de belles vidéos à venir. J'ai plein d'idées et plein d'envies. J'espère que vous serez avec moi et on se retrouve dès jeudi prochain. Bisous. Alors attends, merde, c'est comment la chanson de Boris Vian? Mon frigidaire, mon armoire à cuillère. Ouais, c'est ça. J'ai perdu mon mot. Et qui dit la complainte du progrès.